Je m'appelle Dosténa Guillerot-Lavergne et déjà mon nom le dit, je ne suis pas ethniquement alsacienne, je suis peut-être alsacienne de cœur, en tout cas d'une très grande partie de cœur. Mon grand rêve était de devenir anthropologue, de terminer Harvard et de partir dans le monde entier pour étudier des civilisations et des cultures extrêmement passionnantes. Et en fin de compte, j'ai terminé en Alsace. Donc, j'ai pas terminé Harvard, j'ai terminé l'école des hautes études en sciences sociales à Paris, mais j'ai étudié aussi à l'université de Strasbourg. J'ai fait donc une thèse en anthropologie quand même, et j'enseigne à l'université de Strasbourg. Je suis journaliste aux dernières nouvelles d'Alsace. J'ai pendant longtemps travaillé au César d'Alsace en tant que directrice des rubriques et coordinatrice éditoriale. Et c'est peut-être là, et pour cela qu'on m'a invitée aussi aujourd'hui pour parler de l'Alsace, j'en sais rien. En tout cas, je suis très reconnaissante de cette invitation. Je suis aussi poète et écrivain. Voilà. Au départ, je dois dire que ma première expérience en Alsace, c'était quand j'avais 17 ans. Je suis venue ici, ma tante s'était mariée à un Alsacien. À l'époque, c'était début des années 90. La Bulgarie, mon pays natal, était en proie à une très très grande crise économique. Donc, pour mon anniversaire, on m'a amené en Alsace pendant les fêtes de Noël. Et c'était pour moi une horreur totale. D'abord, je parlais pas français à l'époque. Ma langue principale est l'anglais. Je parle d'autres langues aussi, mais le français à l'époque, à 17 ans, je parlais pas. Donc, déjà que ça parlait même pas français, ça parlait alsacien, parce que dans la famille de mon oncle, tout le monde parlait alsacien. Et c'était une horreur. Pourquoi? Parce que cette profusion de nourriture, le fait de s'asseoir à table à 11h du matin, pour moi c'était du matin, et de terminer à 4h pour aller dans l'autre famille, parce qu'on faisait le tour des familles de Noël, vers 18h et terminer à 11h, et tout le temps manger. Et puis en plein nouvel an, j'ai contracté la varicelle, je sais pas pourquoi. J'avais l'impression que c'était à cause de fait d'avoir explosé, et que la nourriture me sortait par les boutons. C'était horrible, vraiment une expérience horrible, mais c'est là où j'ai juré de ne plus jamais revenir en Alsace. Voilà. Et j'ai l'impression que dans le destin, il y a des choses comme ça qui, quand on jure quelque chose de ce type-là, la vie nous montre l'autre côté de la médaille. Normalement, j'étais destinée justement à faire des études aux États-Unis, mais ma famille a vraiment insisté que je revienne en Europe et que, près de la famille, comme j'avais ma tante ici à Strasbourg. Et je suis venue faire quand même des études ici. Là, je me suis mariée et j'ai passé à détester aussi l'Alsace pendant très longtemps. Très longtemps, parce qu'il faisait moche, parce qu'il pleuvait, parce que les gens étaient bougons. C'était pas du tout la Méditerranée dont j'étais habituée. Moi, je suis une très grande fan de la Grèce, je parle grec. J'ai pas retrouvé la Méditerranée en Alsace. Donc, pour moi, l'Alsace, ça a été un choc au départ, vraiment. Et, comme je dis tout à l'heure, c'était au fur et à mesure... cette histoire, on me l'a racontée déjà, quand je disais, oui, l'Alsace. On me disait, oui, mais tu attends. Je dis, oui, il faut attendre, longtemps attendre. Et j'ai attendu. Et effectivement, l'Alsace, elle s'est entretissée dans ma propre histoire personnelle. Et en fin de compte, quelque chose qui paraissait au départ un peu fermé, un peu hermétique, est devenu extrêmement chaleureux, extrêmement... ça commençait vraiment à faire partie de mon corps et de mon âme, quelque part. Je parle pas alsacien, même si je dis des choses... J'adore dire, par exemple, si chez so. C'est un peu haut-rhin, je sais. J'ai un... comment dire? J'ai un grand amour pour le Haut-Rhin, pour le Bas-Rhin aussi, mais le Haut-Rhin, c'est vrai que c'est très, pour moi, c'est très flamboyant, avec les personnes aussi que j'ai connues là-bas. Donc, qu'est-ce que c'est l'Alsace? C'est très, très difficile après, quand on tombe amoureux, justement. Et en plus, d'une façon aussi, par une sorte de mariage arrangé chez moi. C'était comme si on tombait amoureux de son mari après 20 ans de mariage, quoi.
Et là, on ne sait plus dire pourquoi. C'est quelque chose qui relève de plein... Enfin, après, quand je commence à analyser, je me rends compte éventuellement pourquoi. L'Alsace ressemble à la Bulgarie de plein de façons, d'ailleurs, je pense. Parce que c'est une région qui est un vrai carrefour, où il y a eu plein d'envahisseurs qui sont passés par là. La population garde un traumatisme important. Il y a des moments de grand courage et des moments de grande lâcheté qui marquent l'histoire, qui marquent aussi la mentalité des gens. C'est-à-dire que on a des personnages fous et presque extravagants comme Tommy Ungerer, René Nicolaïni, qui sortent de l'ordinaire complètement, enfin qui sont prêts à... Et puis, on a aussi ce centrisme très murmurant, comme ça, très conservateur. Et très, voilà, on va pas dépasser, parce que bon, la tête qui dépasse, on la coupe, quoi. Donc, tout ça, ça cohabite dans un mélange assez organique, je dirais. Et ce qui est profondément émouvant, c'est que l'Alsace, elle connaît justement la grandeur de la défaite, c'est-à-dire la grandeur de la douleur, de ne pas pouvoir être soi, mais s'exprimer à travers ça quand même, c'est-à-dire ruisseler d'une façon extraordinaire. C'est comme si on pressait, il y a la sève qui sort, il y a quelque chose d'extrêmement vrai et émouvant. Et je pense qu'à l'heure de la globalisation, globalisation, ça, on dit ça il y a déjà depuis 30 ans, à l'heure de la globalisation, à l'heure de la globalisation. C'est une phrase terrible. Mais pour moi, en tant qu'anthropologue, mais aussi en tant que poète, être humain, je pense que la culture, elle est toujours locale. En lien, bien sûr, et en rapport universel avec l'univers, pour commencer avec les étoiles, ensuite avec les nations, avec le monde entier. Mais garder ce quelque chose dont on a presque du mal à parler et à dessiner les contours, dire quelque chose qui est en lien intime avec ce qui nous entoure, avec les gens, avec les personnes. C'est ça, pour moi, l'Alsace, c'est quoi? C'est aussi toutes ces personnes et tous ces personnages incroyables que j'ai rencontrés pendant les années, et complètement contradictoires d'ailleurs, hein, et de toutes les façons, enfin, je veux dire, voilà. Je me souviens, j'ai débarqué aux Saisons d'Alsace dans le conseil de rédaction, j'étais enceinte, j'avais 29 ans, j'étais vraiment très enceinte. J'étais la première femme, à part Jocelyne Fritsch, qui était aussi là, mais elle était en train de partir, à être au milieu vraiment de vieux hommes, quoi. Enfin, je veux dire, on peut dire ça comme ça, pas vieux. Oui. Pour moi, à l'époque, à 29 ans, ça me paraît, c'est vieux. Maintenant, je dirais pas. C'est comme ça, on change avec le temps. Mais voilà, je me souviens de Alain Anvillers, rédacteur en chef des DNA, Antoine Vicaire était là. Il y avait un personnage aussi extrêmement flamboyant et totalement... Enfin, à côté de Alain Anvillers, Marc Bèze, par exemple, un personnage... on se demandait d'ailleurs, je me suis toujours demandé quelle est sa profession. Je ne me suis toujours pas répondu à cette question. Il était dans la filière bois, quelque chose, enfin bref. Il y avait Gabriel Breuner, il y avait Michel Lecher, Bernard Romo, bien sûr, qui était rédacteur en chef. De temps en temps, il y avait Marc Rodvol qui venait, qui était directeur de l'écomusée. Et tous ces hommes-là, moi je débarque, en plus bulgare, jeune, enceinte, et pas alsacienne. Enfin, j'avais tout pour faire jaser, créer des réactions un peu étranges, etc. Et pourtant, je me suis quand même bien éclatée là-dedans. Et je pense qu'on a fait vraiment un travail extraordinaire. Là, hier, j'étais en train de revenir à la mémoire des Saisons d'Alsace. J'avais commencé à y travailler vraiment plus intensément autour de 2004. Donc de 2004 à 2009, c'était la période où rédacteur en chef était Bernard Romo. Là, je peux dire que la revue a fait des dossiers extraordinaires. Quelque chose qu'on ne retrouve plus vraiment dans la presse régionale, malheureusement, aujourd'hui.
J'ai continué aux saisons d'Alsace après aussi son départ, jusqu'à 2013. Mais les saisons, pour moi, ça a été une vraie école. C'est là où j'ai vraiment connu l'Alsace. Après, évidemment, comme journaliste au DNA, mais c'était les saisons d'Alsace parce que c'était une revue qui mettait en contact à la fois le milieu universitaire, le milieu très populaire, comme je parlais de Marc Bèze, mais aussi il y avait tous les artisans, la gastronomie, je veux dire la gastronomie aussi, quel univers en Alsace extraordinaire. Et les vignerons. Enfin, je me souviens des numéros sur les vignerons. Quelle sensualité, et puis quelle intelligence en même temps, et quelle praticité, rationalité, et à la fois une flamme, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, pour moi, le vigneron aussi est une figure alsacienne extrêmement importante. Je pourrais parler des heures. À côté de ça, par exemple, voilà, ma propre histoire, mes propres émotions et mon propre parcours se liaient à la mythologie de Strasbourg, de l'Alsace. Je me souviens l'histoire où je partais à un festival de littérature, j'étais invitée au Nicaragua. Dans l'avion, il y a un peintre, Rim Langer, qui s'approche de moi et qui me dit écoute, Philippe Lacoue-Labarthe est mort. Moi, j'ai scié comme ça, j'ai dit mon Dieu, mais je ne sais pas vraiment de qui il me parle. Ça me dit quelque chose, le nom me dit quelque chose, mais je ne sais pas. Parce que lui, il était aussi dans l'avion d'Air France. Et après, je débarque à Nicaragua, et j'étais en train de discuter avec des jeunes poètes mexicains, qui étaient aussi invités comme poètes là-bas, et qui me disaient vous savez, vous êtes de Strasbourg, ah oui, vous savez que Philippe Lacoue-Labarthe est mort. Et moi, je me dis, mais attendez, là, des jeunes poètes mexicains qui me disent ça. Alors, j'ai commencé à m'intéresser. Ils connaissaient Jean-Luc Nancy, ils connaissaient Philippe Lacoue-Labarthe. C'était des jeunes intellectuels aussi de l'Université de Mexico. Et au retour, j'ai été chargée pour les saisons d'Alsace de faire le dossier sur Philippe Lacoue-Labarthe. C'est là où je me suis plongée dans ses écrits, dans ses livres. Et il y a eu des histoires étranges, très très étranges. Là, pour le coup, c'était vraiment quelque chose d'extrêmement étrange qui m'est arrivé. J'ai fait l'interview de sa femme. Et elle était dans un état presque, je dirais, transcendantal. Elle commençait à me dire des choses. Moi, j'étais dans mon bureau, je me souviens, aux saisons d'Alsace, j'avais fermé la porte, j'ai demandé justement à avoir un bureau où je pouvais être seule. Et après, j'ai écrit un texte comme ça qui est venu presque dans la foulée. Le soir même, j'ouvrais un des ouvrages de Philippe Lacoue-Labarthe et je retrouvais des phrases dedans. Je me disais, là, je suis complètement folle, complètement folle. Après, mon mari me taquinait pendant longtemps, il m'appelait, il me disait, c'est Philippe Lacoue-Labarthe. Mais de tout cela est sorti aussi une grande amitié avec Jean-Luc Nancy, avec lequel on a passé des heures à discuter philosophie après. Avec une richesse extraordinaire. Pourquoi je vous parlais de ça? Parce qu'il se mêle des choses rationnelles, des choses du quotidien, des choses magiques, des choses... Enfin, quand on est dans un endroit et qu'on est curieux et qu'on l'aime, qu'on commence à l'aimer, il y a plein de choses, à la fois des aspérités et des câlins, il y a plein de choses de la vraie vie qui nous touchent et qui finalement font que on fait corps avec. Effectivement, où j'ai d'ailleurs passé 3 heures à Cora avec la nonne qui était la sœur de la mère de mon oncle par alliance. Hein. Elle était nonne dans un monastère à Wissembourg, je crois, voilà. Et donc, je l'ai tannée, je lui ai dit, tu me laisses à Cora comme ça. Puis finalement, j'ai pas pu revenir à Soffelweiersheim parce que moi, avec la mentalité bulgare de l'époque, je pensais que d'un grand magasin, on peut revenir à pied. Je me suis retrouvée à 20h, sous la pluie en décembre, à Noël, sur un parking de Cora. Et je ne pouvais pas revenir. Et j'ai fait du stop, en anglais. Et c'est marrant parce que je suis tombée sur sur une femme, comme ça, la première qui s'est arrêtée, dont le mari était déjà dans une entreprise française, Souchard, en Bulgarie. Enfin bref.
Donc elle m'a ramenée à Souffel. Mais pour dire à quel point j'ai été fascinée par cette opulence, effectivement. Fascinée et dégoûtée à la fois. C'est ça qui était vraiment étrange. J'ai été aussi dégoûtée. Dégoûtée dans le sens, pas de jalousie, hein, c'était pas ça, c'était trop. C'était trop. Il y avait quelque chose qui était indécent et trop, et chacun doit comment dire, ses bénédictions. Et je pense que l'Alsace en a plein. Elle en a plein. Et ce côté dont tu parlais, la gastronomie et l'artisanat, pour moi, c'est le cœur de l'Alsace, d'ailleurs. L'artisanat, quand je parle d'artisanat, je parle encore des gens, par exemple, comme Christian Fuchs, qui est un vrai sculpteur, mais qui pendant 20 ans, a bossé sur la cathédrale, qui est devenu aussi un ami, qui a un sens de rapport à la matière, et en même temps, une âme qui veut s'exprimer, quoi. Dans ce sens-là, pour moi, l'art contemporain exprime beaucoup moins l'Alsace que ce type de rapport à la matière, où moi je pense qu'il s'agit d'un vrai art aussi. Hein. C'est pas, quand on dit artisanat, on a plus envie de dire, bon, c'est un peu comme on dit l'Alsace, Paris c'est là, l'Alsace c'est là. Ça j'ai vu le complexe alsacien par rapport à Paris. Et d'ailleurs, certains intellectuels alsaciens qui voulaient toujours se faire bien voir à Paris et qui avaient du mal à être alsacien vraiment, parce qu'à Paris, bon, il fallait quand même montrer un autre visage. C'est ce côté-là, moi, je l'ai pas. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup en Alsace le fait que ce soit pas des Parisiens, dans le sens, mauvais du terme, quoi. Les Alsaciens ont ça du bien, c'est qu'il y a une certaine humilité. Et quand on prépare la cuisine, on peut être à la fois flamboyant, mais avoir l'humilité, le rapport à la matière, aux vrais produits, avec les vrais chefs de cuisine. Enfin, j'ai adoré les vignerons, les chefs de cuisine. Pour moi, ça, c'est le milieu qui m'a le plus... qui me tient à cœur. Plus que les grands intellectuels, presque, je dirais. Enfin, vraiment. Parce que... il y a une vérité de rapport au monde qui s'exprime à travers ça. Moi, je me souviens les conversations que j'ai avec Simone Morgenthaler, avec son sourire, son maquillage, toujours apprêté, toujours... pour moi, une femme extraordinaire, quoi, dans ce sens. Une vraie femme, Et puis, il y a tous ces côtés un peu malins aussi chez les artisans, mais malin dans le bon sens du terme aussi. Enfin, tu vois, j'aime ça. J'aime le côté artisanat, vin. Et la cuisine, pour moi, elle est un peu trop grasse, parlant personnellement. Hein, je veux dire, une choucroute, j'en meurs, quoi. Après une choucroute, je peux me coucher. La cuisine en tant que telle, c'est un peu grave. Le bake-off, j'aime beaucoup. Mais c'est vrai que l'Alsace, pendant très longtemps, et ça aux saisons d'Alsace, on l'a vu, elle souffrait un peu de ce cliché Beckhoff, Struthoff, Kugloff, quoi. C'était un peu... tous ces thèmes-là qu'on sortait en avance pour vendre l'Alsace, point de vue touristique, c'était les malgré nous, l'histoire des malgré nous, l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, pas très confortable, mais quand même néanmoins, avec tous les mémoriaux et tout ça. Et de l'autre côté, la gastronomie. Ça, c'est quelque chose dans lequel on a enfermé l'Alsace. Et en plus, bien sûr, avec Strasbourg, européenne, capitale européenne de ceci, de cela et de tout. Enfin, capitale européenne, quoi. Ça, c'était un peu trop réducteur, à mon avis, pour dire l'Alsace. Mais c'est sûr que l'histoire des malgré nous, ça, je voulais vraiment en parler parce que ça, c'est vraiment le grand traumatisme, évidemment. L'universel dans l'Alsace est très émouvant et ça on l'a pas assez pour moi travaillé, quoi. Je pense que l'Alsace elle est extrêmement riche en auteurs, en artistes, mais ce rapport à Paris il a pendant très longtemps recroquevillé. Il n'a pas laissé s'exprimer la richesse effectivement de ce rapport universel de la problématique alsacienne au monde, à l'humanité, à l'être humain. Les malgré nous, on est tous malgré nous sur Terre presque, je dirais.
Et le malgré nous, c'est un thème extraordinaire. On l'a trop folklorisé, trop agroguié, trop mis dans des cases. Or, c'est un thème comme Oedipe, quoi. C'est un thème extrêmement universel. Je pense que voilà, bon, les amitiés effectivement avec des artistes comme Isaka, qui était la compositrice de mon dernier livre en poésie, on a fait un travail avec elle, moi, au piano, qui est... Là, j'ai vraiment trouvé une sœur de cœur. Donc, quelque part, je suis devenue alsacienne par alliance, par sororité. Voilà. Je ne dis pas que les Alsaciens ne devraient pas s'affirmer. C'est plutôt prendre conscience de la beauté de la résignation aussi. De la beauté de la... Enfin, c'est maintenant très à la mode ce terme, résilience. Bon. J'aime pas les termes à la mode, mais... En effet, quand même, il y a de la beauté dans la défaite. Parce que le destin tragique de l'humain, c'est une grosse défaite. Eh oui, on marche toujours sur un fil, c'est-à-dire que basculer d'un côté ou de l'autre, effectivement, effectivement, c'est sûr. Mais c'est pas que l'Alsace. C'est l'Europe, c'est les êtres humains en général. Moi, je pense que on a du mal à vivre une culture, à exprimer une culture aujourd'hui, et en même temps, on n'a rien d'autre de quoi se nourrir. Donc, je pense quand même qu'on arrivera à chercher les racines, parce que la nourriture est nécessaire. Il faut trouver quelque part de la nourriture. On la trouvera plus dans les films d'Hollywood. Les films d'Hollywood ont épuisé le scénario. Le scénario final, c'est la guerre mondiale. Enfin, je veux dire, la Troisième Guerre mondiale. Ou la grosse catastrophe, la comète qui efface. Bon, le dernier film avec DiCaprio, on dit tout. Ça, c'est le récit mythologique de Hollywood. Là, il est à court, quoi. Donc, c'est maintenant le moment où les humains, je pense notamment dans le christianisme ou ailleurs, doivent rechercher pas seulement le christianisme, hein, je ne suis pas une fervente chrétienne, mais des messages spirituels ou d'autres choses, parce qu'on en a besoin. Et je pense que le plus important aujourd'hui, et je pense qu'en Alsace, ça on peut le comprendre, c'est aimer son ennemi. Les Alsaciens, malgré la rancœur, malgré tout ça, ils savent aimer leurs ennemis, quand même. Ils savent que si on détruit tout, on s'autodétruit. Et ça, l'humanité aujourd'hui, elle va l'apprendre aux grands frères. Parce que si aujourd'hui, on ne comprend pas dans nos chairs, vraiment dans nos chairs, que détruire notre ennemi, ça veut dire nous autodétruire, on est cuit. Et je pense que c'est à ces moments-là que des aires culturelles comme l'Alsace ont un message à faire infiltrer, à donner, parce que la souffrance, parce que la résilience, parce que tout ça, le refus justement de s'affirmer, de proclamer un grand projet d'identité ou de progrès ou de je ne sais quoi, de grande idéologie, enfin en gros, l'idéologie. Oui, c'est quand même très humain et c'est là où on peut être sauvé. Un portrait de l'Alsacien type. Ah non, moi je suis sûre que je ferai déjà pour me faire payer mieux, je ferai un dossier. Donc on ne sera pas d'accord sur un article. Donc j'aurai un portrait d'un vigneron, ça c'est sûr, là-dedans. D'un artisan d'art, de quelqu'un qui fait la cuisine. J'aurai un portrait d'un artiste, j'aurai un portrait d'un politicien aussi. À la fois malin, à la fois médiocre, à la fois, à la fois centriste, hypocrite, mais qui réussit bien. Un portrait amoureux de l'Alsace. Si on devrait faire d'ailleurs un dictionnaire, on devrait peut-être proposer de faire un dictionnaire amoureux de l'Alsace dans cette série-là. Ça serait vraiment un portrait de quelqu'un totalement schizophrène,
mais extrêmement artistique et du coup productif. Schizophrène dans le sens où bah, il a des moments où c'est un conformiste, quelqu'un de très rationnel, rationalisant, rationnant presque, les rations. Et puis quelqu'un après qui flambe, qui ne compte pas et puis qui risque, quoi, qui prend des risques. C'est quelqu'un de, pour moi, enfin, un portrait d'Alsacien, ça serait presque cette bipolarité, quoi. On a fait aux Saisons d'Alsace un entretien à trois, Éric Guerrier, Abdel Malik et René Nicolaï. Et ça a été extraordinaire. Malheureusement, aujourd'hui, on ne peut plus le faire. Le conformisme a quand même gagné. Ça, c'était quelque chose que moi, j'adorais faire. Et à travers l'Alsace, j'ai connu aussi des très très grandes personnalités qu'on invitait aux rencontres de Strasbourg au TNS. Je suis devenue amie avec Bernard Stiegler, qui est un philosophe qui n'est pas du tout alsacien, mais qui venait ici, dont on faisait les interviews aux Saisons d'Alsace. On avait l'ambition de faire des Saisons d'Alsace une revue européenne. On avait trouvé aussi les subventions du Conseil de l'Europe, mais pas pour nous institutionnaliser, pour pouvoir créer des rapprochements avec Guardian, avec El País, pour envoyer des journalistes faire des très longs reportages. Bien avant la revue 21, qui après a fait ce saut de journalisme littéraire. Mais bon, voilà, ça n'a pas marché parce que aussi en Alsace, bon, après, la presse régionale, tout ça, il y a eu changement de direction et donc il fallait rester sous les... Hein, il y a un plafond de verre, quoi. Il y a un plafond de verre. On ne peut pas aller plus loin. On ne peut pas aller plus loin. Et ça, c'est dommage. Parce que l'aspect universel, les talents, l'énergie qu'il y a en Alsace pourrait bien plus s'exprimer. Ouais, je pense. Non, j'essaie juste de... Je sais qu'il y a tellement de personnes dont j'aurais aimé parler. Oui, il y a ça aussi. Par exemple, aux Saisons d'Alsace, je me suis rendu compte qu'il y avait cette tension entre les régionalistes d'un côté et ceux qui étaient plus du côté, je dirais, que les régionalistes appelaient jacobins, plus avec la France, le français, etc. Et je trouve que ça, c'est une guerre d'épuisement qui mène nulle part. Et justement, qui fait que l'universalisme enraciné n'a pas pu vraiment s'exprimer. Parce que quand on faisait la revue avec Bernard Romo, je me souviens très bien qu'on l'avait vraiment, lui, marqué comme jacobin, etc. Pourtant, c'est quand même un grand ami de gens comme René Nicolaï. Il y avait avec des tensions, avec des moments, je me souviens Bernard Romo et Louis Chitli qui se prenaient la tête pour des choses, mais en même temps, un vrai terreau, et c'est dans cette peur de la conflictualité aussi en Alsace qui gêne, à mon avis, beaucoup, dans le sens où on va éviter le conflit à tout prix, on va l'éviter, mais il va quand même couver pendant très longtemps et il va faire une chape de plomb. Pendant très longtemps, je me suis demandé pourquoi en Alsace, quand j'ai travaillé à La Nuée Bleue, j'ai demandé à Bernard Romo pourquoi il n'y a pas de de grands noms d'écrivains qui ont émergé en Alsace, et puis des éditions aussi. La Nuée Bleue est quand même sont restées des éditions régionales. Or, ailleurs, on a Actes au sud de la France, il y a quand même... Pourquoi on n'a pas réussi, nous, à faire ça?